Dans la vie de maître Cornille, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Depuis longtemps, personne au village ne lui portait plus de blé et pourtant, les ailes de son moulin allaient toujours leur train comme devant. Le soir, on rencontrait par les chemins le vieux meunier, poussant devant lui son âne, chargé de gros sacs de farine. Bonne vêpre, maître Cornille lui criaient les paysans. Ça va donc toujours la meunerie Toujours, mes enfants, répondait le vieux d'un air gaillard. Dieu merci, ce n'est pas l'ouvrage qui nous manque. Ainsi, si on lui demandait d'où diable pouvait venir tant d'ouvrages, il se mettait un doigt sur les lèvres et répondait gravement Motus, je travaille pour l'exportation. Jamais on n'en put tirer davantage. Quant à mettre le nez dans son moulin, il n'y fallait pas songer, la petite Vivette elle-même n'y entrait pas. Lorsqu'on passait devant, on voyait la porte toujours fermée, les grosses ailes toujours en mouvement, le vieil âne broutant le gazon de la plateforme et un grand chat maigre qui prenait le soleil sur le rebord de la fenêtre et vous regardait d'un air méchant. Tout cela sentait le mystère et faisait beaucoup jaser le monde. Chacun expliquait à sa façon le secret de maître Cornille, mais le bruit général était qu'il y avait dans ce moulin-là encore plus de sacs d'écus que de sacs de farine. À la longue pourtant tout se découvrit. Voici comment. En faisant danser la jeunesse avec mon fifre, je m'aperçus un beau jour que l'aîné de mes garçons et la petite Vivette s'étaient rendus amoureux l'un de l'autre. Au fond, je n'en fus pas fâché, parce qu'après tout, le nom de Cornille était en honneur chez nous, et puis ce joli petit passereau de Vivette m'aurait fait plaisir à voir trotter dans ma maison. Seulement, comme nos amoureux avaient souvent l'occasion d'être ensemble, je voulus, de peur d'accident, régler l'affaire tout de suite. Et je montai jusqu'au moulin pour en toucher 2 mots au grand-père. Ah, le vieux sorcier, il faut voir de quelle manière il me reçut. Impossible de lui faire ouvrir la porte. Je lui expliquai mes raisons, tant bien que mal, à travers le trou de la serrure, et tout le temps que je parlais, il y avait ce coquin de chat maigre qui soufflait comme un diable au-dessus de ma tête. Le vieux ne me donna pas le temps de finir et me cria fort malhonnêtement de retourner à ma flûte, que si j'étais pressé de marier mon garçon, je pouvais bien aller chercher des filles à la minoterie. Pensez que le sang me montait d'entendre ces mauvaises paroles, mais j'eus tout de même assez de sagesse pour me contenir. Et laissant ce vieux fou à sa meule, je revins annoncer aux enfants ma déconvenue. Oh, ces pauvres agneaux ne pouvaient pas y croire. Ils me demandèrent, comme une grâce, de monter tous deux ensemble au moulin pour parler au grand-père. Je n'eus pas le courage de refuser, et voilà mes amoureux partis. Tout juste comme ils arrivaient là-haut, maître Cornille venait de sortir. La porte était fermée à double tour, mais le vieux bonhomme, en partant, avait laissé son échelle dehors, et tout de suite, l'idée vint aux enfants d'entrer par la fenêtre, voir un peu ce qu'il y avait dans ce fameux moulin. Chose singulière, la chambre de la meule était vide. Pas un sac, pas un grain de blé, pas la moindre farine au mur, ni sur les toiles d'araignée. On ne sentait même pas cette bonne odeur chaude de froment écrasé qui embaume dans les moulins. L'arbre de couche était couvert de poussière, et le grand chat maigre dormait dessus. La pièce du bas avait le même air de misère et d'abandon. Un mauvais lit, quelques guenilles, un morceau de pain sur une marche d'escalier, et puis dans un coin, 3 ou 4 sacs crevés d'où coulaient des gravats et de la terre blanche. C'était là le secret de maître Cornille. C'était ce plâtras qu'il promenait le soir par les routes pour sauver l'honneur du moulin et faire croire qu'on y faisait de la farine. Pauvre moulin, pauvre Cornille. Depuis longtemps, les minotiers leur avaient enlevé leur dernière pratique. Les ailes viraient toujours, mais la meule tournait à vide. Les enfants revinrent tout en larmes me conter ce qu'ils avaient vu. Oh, j'eus le cœur crevé de les entendre. Sans perdre une minute, je courus chez les voisins. Je leur dis la chose en 2 mots, et nous convînmes qu'il fallait sur l'heure porter au moulin Cornille tout ce qu'il y avait de froment dans les maisons. Sitôt dit, sitôt fait.
tout le village se met en route, et nous arrivons là-haut avec une procession d'ânes chargés de blé, du vrai blé celui-là. Le moulin était grand ouvert, devant la porte, maître Cornille, assis sur un sac de plâtre, pleurait, la tête dans ses mains. Il venait de s'apercevoir en rentrant que pendant son absence on avait pénétré chez lui et surpris son triste secret. « Pauvre de moi, disait-il, maintenant je n'ai plus qu'à mourir. Le moulin est déshonoré. » Et il sanglotait, à fendre l'âme, appelant son moulin par toutes sortes de noms, lui parlant comme à une personne véritable. À ce moment, les ânes arrivent sur la plateforme, et nous nous mettons tous à crier bien fort, comme au beau temps des meuniers. « Ohé, du moulin! Ohé, maître Cornille !» Et voilà les sacs qui s'entassent devant la porte, et le beau grain roux qui se répand par terre, de tous côtés. Maître Cornille ouvrait de grands yeux. Il avait pris du blé dans le creux de sa vieille main, et il disait, riant et pleurant à la fois, « C'est du blé. Seigneur Dieu, du bon blé. Oh, laissez-moi que je le regarde. » Puis se tournant vers nous, « Ah, je savais bien que vous me reviendriez. Tous ces minotiers sont des voleurs. » Nous voulions l'emporter en triomphe au village. « Non, non, mes enfants, il faut avant tout que j'aille donner à manger à mon moulin. Pensez donc, il y a si longtemps qu'il ne s'est rien mis sous la dent. » Et nous avions tous des larmes dans les yeux de voir le pauvre vieux se démener de droite et de gauche, éventrant les sacs, surveillant la meule, tandis que le grain s'écrasait et que la fine poussière de froment s'envolait au plafond. C'est une justice à nous rendre. À partir de ce jour-là, jamais nous ne laissâmes le vieux meunier manquer d'ouvrage. Et puis un matin, maître Cornille mourut, et les ailes de notre dernier moulin cessèrent de virer, pour toujours cette fois. Cornille mort, personne ne prit sa suite. Mais que voulez-vous, monsieur? Tout a une fin en ce monde, et il faut croire que le temps des moulins à vent était passé comme celui des coches sur le Rhône, des parlements et des jaquettes à grandes fleurs.